voir ça. Et donc pour ça, on va d'abord partir de la Troisième République, de 1870. Donc on va d'abord planter le contexte de cette période. Quelles sont les forces en présence à ce moment-là? Bon, déjà à droite, trois courants: les légitimistes, partisans d'un retour des Bourbons au pouvoir, partisans d'une monarchie plutôt absolue, ultra-conservateurs et ultra-catholiques. Les orléanistes, partisans plutôt eux des descendants des Orléans, plus modérés, pour une monarchie parlementaire, moins conservateurs, plus libéraux. Enfin, on trouvait également les bonapartistes, qui sont plus difficilement classables, étant donné que déjà de base le bonapartisme a toujours eu une certaine tendance au confucianisme, à essayer de se placer au-dessus des clivages traditionnels pour réunir plus de gens, en partie parce que le bonapartisme s'appuie sur l'idée d'une légitimité populaire du leader, et donc pour ça il vaut mieux essayer de rassembler le plus largement possible. Et ce qui fait qu'il rassemble également des gens aux idées assez diverses. On y trouve des conservateurs cléricaux, mais également des républicains anticléricaux, des libéraux, mais également certaines personnes issues du socialisme. Donc c'est un peu un fourre-tout, une auberge espagnole, mais qui sont quand même unifiés par certains aspects. L'idée d'un homme fort, d'un pouvoir concentré dans un seul homme, qui dispose d'un pouvoir fort, donc un état fort qui exerce avec autorité son pouvoir, donc un attachement quand même à l'ordre, mais un pouvoir fort qui doit s'appuyer sur une légitimité populaire. Donc à la différence des monarchistes où simplement l'hérédité fait la légitimité, chez les bonapartistes, il y a certes un aspect d'hérédité puisqu'ils soutiennent le fils de Louis-Napoléon Bonaparte, puis un de ses neveux, Victor Bonaparte, comme pour diriger le pays, mais cela ne suffit pas, il doit y avoir légitimité populaire. Ce qui fait qu'ils ne sont pas attachés de manière sacralisée au système héréditaire des monarchistes, mais peuvent également s'accommoder d'une élection présidentielle. Ce que, en quelque sorte, le gaullisme a réalisé en créant une élection présidentielle avec un président ayant un très fort pouvoir et s'appuyant sur une légitimité populaire par le suffrage universel. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, pour eux, forcément, l'élection présidentielle au suffrage universel, si le président a un pouvoir fort, ça peut leur aller. Ce qui, en soi, a été le régime de la Seconde République qui avait élu Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Donc on voit qu'ils peuvent très bien s'en accommoder, même s'ils préfèrent l'Empire et un pouvoir encore plus important, et la capacité de manipuler un peu le suffrage, même si voilà, ils continuent de s'y appuyer avec les plébiscites. Mais voilà, ils sont pas aussi unifiés que les autres courants monarchiques, les légitimistes ou les orléanistes. Il y a beaucoup plus de diversité, mais on peut quand même clairement les classer à droite malgré tout. Et dans le camp réactionnaire par rapport aux républicains. Ce qui n'a pas empêché certains du coup plus tard de se rallier à la République en y défendant le président fort. Si vous voulez en savoir plus sur les bonapartistes, parce que là je n'ai fait qu'un résumé très court, je vous invite également à voir les vidéos d'Esprit Critique que je mettrai en description et dans les fiches, où il développe la pensée bonapartiste et les partis aujourd'hui qui sont d'inspiration bonapartiste. Donc voilà, on peut maintenant passer au camp de la gauche et aux républicains. À gauche, on retrouve deux courants principaux. Les républicains dits modérés, puis dits aussi opportunistes, qui sont les républicains plutôt, comme leur nom l'indique, plutôt modérés. Ils sont certes pour anticléricaux, mais de manière assez modérée. Ils sont pour aller lentement dans les réformes républicaines et les réformes de laïcisation. Ils veulent pas aller trop vite, ils attendent que les opportunités soient là pour mener à bien ces réformes, pour ne pas brusquer l'opinion. Donc c'est de là qu'est venu également leur nom opportuniste. Et ils sont aussi plus défavorables aux mesures sociales. C'est en termes de leur cadre politique, sont issus souvent de la moyenne bourgeoisie et donc sont attachés quand même à une certaine idée de conservatisme social. Ensuite, l'autre grand courant de la gauche républicaine de l'époque, c'est les radicaux, qui, comme leur nom l'indique, sont plus radicaux que les modérés. Ils sont donc attachés à une républicanisation rapide, bien plus rapide que ce que préconisent les modérés, donc de l'institution. Ils sont également bien plus anti-catholiques, bien plus anti-cléricaux, et donc pour la laïcité. Ceux qui vont défendre le plus ardemment la laïcisation de l'école, puis plus tard la séparation de l'Église et de l'État. Et ils sont également plus attachés à des réformes sociales que les opportunistes. Leur base étant plus composée, leur cadre politique étant plus issu de la petite bourgeoisie qui peut avoir quelques intérêts à des mesures sociales, et des professions plus intellectuelles, journalistes, enseignants,
qui ont aussi à gagner des réformes sociales. Donc ils sont clairement plus à gauche et forment à l'époque l'extrême gauche du paysage politique français. Ensuite, il y a également les socialistes, mais à ce moment-là, ils sont très faibles. Ils ont été en grande partie décapités de tous leurs leaders lors de la Commune de Paris, enfin la répression de la Commune de Paris, avec la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Donc ils ont perdu globalement leurs leaders et sont désorganisés. Ils vont progressivement reprendre